Alors, écoutez, normalement, on commence, Jason et moi, cette présentation-là. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va d'abord entendre Robert Laplante, qui est directeur de l'IREC, de la revue aussi de l'Action nationale. Alors, Robert nous fait une présentation qui a le grand mérite de nous rappeler dans quelle conjoncture se tient ce débat-là, que ça nous plaise ou non, on est toujours dans le Canada. Et forcément, cette réalité-là, c'est pas simple d'aller vers sa quête d'indépendance. Ça amène un certain nombre de contraintes. Ça va enclencher nécessairement une bataille de légitimité très forte entre les tenants de l'indépendance au Québec et le pouvoir à Ottawa. Alors, sans plus tarder, je vous suggère qu'on entende Robert Laplante sur la couronne et l'autorité du peuple. L'avenir dure longtemps et il n'y a aucune raison de penser qu'il est aujourd'hui plus bouché qu'il l'a déjà été. De fait, c'est dans notre histoire un éternel retour que ces cycles d'alternance où on a l'impression qu'il n'y a plus de voie politique, où les impasses se succèdent et amusez-vous, allez en bibliothèque et tapez le mot impasse. Vous allez voir que ça revient régulièrement dans l'histoire du mouvement national. Et au fond, ça ne fait que redire ce que Gaston Miron avait consacré dans une formule à la fois terrible et célèbre. Tant que l'indépendance n'est pas faite, elle est à faire. Et il avait surtout rajouté, au lendemain du 30 octobre 1995, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Alors, c'est important de se faire ce rappel parce que le combat pour l'indépendance, c'est une lutte qui se déroule à l'échelle historique. Et bien entendu, la vie des militants, elle est à l'échelle biographique. Nous pouvons tous, et personne n'est à l'abri de ça, avoir des humeurs, avoir des moments de plus ou moins grand découragement, de pessimisme, etc. Mais il faut toujours se rappeler que ce n'est pas là que se trouvent les déterminants profonds de notre action. Bien entendu, on aimerait tous que ça se passe au moment où nous y mettons le plus de cœur. Mais, encore une fois, c'est une décision qui est au-delà des individus, qui appartient au peuple et qui appartient au peuple dans son histoire. Et là-dessus, personne ne dispose de boule de cristal. Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où les choses s'accélèrent, et quand elles s'accélèrent, le premier effet est la surprise. En 1980-81, il n'y a pas grand monde en Occident qui aurait pensé que les Polonais réussiraient à créer une fissure dans l'Union soviétique et que la charge serait menée par un obscur électricien, président d'un syndicat local dans un port mal foutu, Dansk. Ça a donné le mouvement Solidarność. Alors, il faut s'assurer de placer notre action pour être prêt quand les mouvements de l'histoire s'accélèrent. Et placer notre action, c'est d'abord une action intellectuelle. Il faut réfléchir, il faut partager des éléments conceptuels qui nous permettront d'interpeller l'ensemble de nos concitoyens sur une lecture commune de la situation, sur un diagnostic partagé. Alors, c'est toujours un peu gênant de commencer cet exposé-là, particulièrement en ce printemps naissant, en rappelant une évidence. Soyez rassurés, ce n'est pas pour simplement vous rappeler cette évidence que nous vous avons convié à cet après-midi de réflexion, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler continuellement. Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Et ce n'est pas un détail. Ça ne se résume pas tout simplement
à un décorum et à des fioles pour des astronomes qui veulent véritablement rester en orbite. Le gouverneur fédéral, ce n'est pas simplement qu'une fonction symbolique, c'est également l'existence tangible, l'incarnation tangible d'une logique de régime. Et dans ce régime monarchique, il faut le rappeler, nous vivons sous un ordre qui nous a été imposé à plusieurs reprises dans notre histoire. Nous ne sommes jamais prononcés sur l'ordre constitutionnel qui nous régit et qui nous a été de surcroît imposé récemment, en 82, d'une manière absolument odieuse, c'est-à-dire non seulement au mépris du refus de l'Assemblée nationale, mais également avec la complicité active d'un certain nombre d'élus du Parti libéral qui ont osé porter ce geste au nom de la légitimité canadienne. La Constitution, telle qu'elle est devenue avec le rapatriement de 1982 et l'inclusion de la Charte canadienne des droits et libertés qui comporte des articles qui visent explicitement et spécifiquement à limiter les pouvoirs de l'Assemblée nationale du Québec et en particulier à empêcher l'État du Québec à légiférer pour faire du Québec un État français. La loi 101 est combattue et le programme de ce combat, il est balisé par les articles de la Charte canadienne des droits. Il ne faut jamais l'oublier, c'est un instrument dont le Canada s'enrobe régulièrement pour prétendre à l'universalité du droit, pour prétendre à un grand respect des droits des citoyens. Et pourtant, c'est un instrument qui repose essentiellement sur le harnachement et l'encarcanement de l'Assemblée nationale du Québec, notre instance démocratique. Mais non seulement nous n'y sommes pas reconnus comme peuple, non seulement nous y sommes encarcanés par les clauses et les articles de la Charte, mais nous sommes également dans un contexte où, depuis 1995, s'est déployée une guerre psychologique et de propagande inouïe contre toute velléité d'affirmation de notre existence nationale. Cette guerre psychologique, elle a été conduite d'abord sous l'égide du programme des commandites, mais elle se perpétue depuis tout ce temps par les programmes et les alignements déterminés par le Conseil privé et instrumentalisés par Patrimoine Canada pour nous, littéralement, faire rentrer le Canada de force dans les têtes et dans les représentations. Ce n'était qu'un des trois volets de la riposte fédérale. Le deuxième, c'était l'asphyxie financière du gouvernement du Québec. Ça s'est déroulé de façon assez spectaculaire par une réduction unilatérale des paiements de transfert et des changements dans les modes de calcul. Cela s'est traduit également par des choix de retirer ou de soustraire les contributions fédérales à la loi sur la santé. Ça s'est traduit également par le pillage systématique de la Caisse d'assurance-emploi et il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait apporter. Le troisième volet de la lutte fédérale, ça a été le combat juridique. Ce combat a été mené par le tristement célèbre Stéphane Dion et ça s'est traduit par l'adoption de la loi sur la clarté, le Clarity Bill, comme ils disent dans leur langue, pour véritablement dresser une forêt d'obstacles juridiques sur la démarche du peuple québécois.
il y a eu ensuite le renvoi à la Cour suprême, encore une fois, pour réussir à cadenasser la démarche et toute volonté d'expression de l'indépendantisme dans le cadre canadien. Ça se déploie tous les jours. Il n'y a plus un seul domaine de juridiction dans la Constitution que le Canada nous a pourtant imposé qui respecte le partage des compétences. Les fédéraux sont partout. Quand ils n'y sont pas en droit, ils y sont en utilisant ce qu'ils appellent le pouvoir de dépenser. Notre argent. Le dernier volet de cet épisode juridique, c'est le procès qui se déroule actuellement sur la loi 99. La loi 99 était la riposte, bien timide, mais une riposte du gouvernement Bouchard pour réaffirmer le droit du Québec à l'autodétermination, pour établir clairement que notre gouvernement national, c'est le gouvernement du Québec, et que cette loi est celle qui détermine, affirme et encadre le droit du Québec de disposer de lui-même. Cette loi est actuellement contestée et le gouvernement du Québec en a fait une défense absolument timide. Plus timide que ça s'appelle presque une reddition. Et il faut le dire, n'eût été de l'audace un peu donficotesque de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la chose se serait déroulée à peu près sans que personne n'en sache rien. C'est la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et son jeune président, Maxime Laporte, qui sont montés au front pour plaider et le jugement va paraître, dit-on, dans les prochaines semaines. Alors, c'est une évidence qui pourra avoir des conséquences majeures que le régime monarchique constitutionnel. Il pourra peut-être se draper d'une autre toge de légitimité, réaffirmant que le Québec est parti d'un Canada sur lequel il ne peut pas agir en division. C'est un constat lourd que les Québécois ne veulent pas voir et entendre. Mais c'est une évidence, nous ne sommes pas maîtres dans notre maison. Il y a une autre évidence, c'est que non seulement nous avons historiquement toujours considéré le gouvernement du Québec comme notre gouvernement national, l'Assemblée nationale comme étant le foyer ultime de la volonté et de la légitimité de notre peuple, et pourtant, même si spontanément nous le considérons comme tel, et même si depuis toujours nous pensons que ce gouvernement doit évoluer selon la façon dont les partis politiques répondent aux débats que nous conduisons entre nous, il faut bien comprendre que c'est une illusion. Dans les faits, s'imaginer que nous pouvons disposer, comme nous l'entendons, de la conception et de la construction de nos institutions, ce qui est clairement un processus constituant, c'est totalement étranger aux catégories juridiques, intellectuelles et politiques du régime dans lequel nous vivons. C'est étranger à la tradition britannique et ça n'y a pas sa place pour une raison simple, c'est qu'en monarchie constitutionnelle, c'est le Parlement et non le peuple
qui est la source de la légitimité. C'est tellement vrai que au Canada, ça pose aucun problème, la ratification des régimes politiques successifs. Il n'y a pas, en 1982, on peut compter sur les doigts d'une seule main les voix qui se sont élevées au Canada pour dire peut-être on pourrait demander au peuple de se prononcer sur le sujet. Dans les faits, il n'y a pas, en régime britannique, il n'y a pas de place autre que consultative pour des démarches comme celles que nous envisageons et pour, globalement, un processus de société comme celui que la grande majorité des Québécois estiment leur appartenir. Alors, ce n'est pas inoffensif que d'appeler nos concitoyens à la constituante, de leur soumettre l'idée que nous pourrions dessiner les règles de notre vie collective. En soi, c'est un processus qui nous mène en affrontement fondamental avec le régime canadien et avec tous ceux qui le défendent, bien entendu. La constituante républicaine, c'est-à-dire une constituante menée par le peuple pour le peuple, dans notre cas, et on en voit des exemples abondants en Espagne sur la façon dont la Cour suprême espagnole vient de réagir à la dynamique catalane, nous entrons immédiatement en conflit de légitimité. Nous entrons dans un processus de rupture, et cette rupture, fondamentalement, nous pose un défi, parce que, et c'est la réponse de la Cour suprême espagnole aux Catalans, qui leur dit, vous ne respectez pas l'état de droit. Le droit étant défini par la Constitution espagnole et interprété par la Cour suprême espagnole. Ben, ils ont bien compris les leçons que Stéphane Dion a portées, c'est un messager comme un autre, essentiellement, les États fédérés vont réagir de cette façon-là, et il n'y a aucun doute que le Canada va, et en particulier à la suite de ce jugement qui s'en vient, encore une fois répéter que, bien sûr, le mouvement indépendantiste a sa place, il va même de temps en temps dire qu'il est légitime, mais ce n'est pas ce qu'il va dire quand on devra affirmer les moyens à prendre, qui, eux, vont être interprétés dans le cadre du droit canadien et, en conséquent, immédiatement interprétés comme ne respectant pas la Constitution. Du point de vue indépendantiste, ce n'est pas un argument, parce que cette Constitution, c'est celle d'un pays étranger, d'une puissance occupante, et c'est un instrument qui vise essentiellement à limiter mon droit de citoyen. Alors, le grand défi, quand on veut réfléchir à un mouvement populaire d'appropriation du projet indépendantiste qui se traduirait par une assemblée constituante, c'est de trouver les moyens de réaliser une transition qui va nous permettre à nous, indépendantistes, d'affirmer que nous portons un projet qui va être respectueux de l'état de droit, mais que nous allons le faire dans un cadre en éclatement. Que nous allons faire éclater ce cadre en nous réclamant de la légitimité démocratique du peuple du Québec. Ce sont de vastes défis. Historiquement, le mouvement indépendantiste a très rapidement évoqué la question républicaine, celle du régime,
un peu autour des années 50 avec la création de l'Alliance Laurentienne, un petit peu avec le RIN, mais très rapidement, et ça s'est accéléré avec l'institutionnalisation et la création du MSA et ensuite du Parti québécois, très rapidement, la question a été éludée. On a séparé la question du régime de la démarche d'accession à l'indépendance. On disait, et ça, si on se rend compte avec le temps jusqu'à quel point c'était à la fois candide et une erreur, on disait on verra le lendemain. Bien, le lendemain, c'était le saut dans le vide. Et on peut comprendre assez rapidement que nos adversaires ont meublé ce vide avec toutes les peurs possibles et imaginables, la peste, le choléra et tout ce que vous voulez. Sans compter, bien sûr, la dépréciation du dollar. Mais ce défi de mettre en place un processus qui va asseoir la légitimité démocratique, qui va affirmer le respect des règles de l'État de droit, mais qui va contester la légitimité de l'État canadien, c'est un couloir très étroit dans lequel il nous engage. Et on a intérêt à bien comprendre comment on peut faire ça, parce que c'est là que nous attendent nos adversaires. L'expérience la plus proche que nous avons vécue collectivement, ça aura été les États généraux du Canada français, où là, on a effectivement, entre 67 et 69, lancé un vaste mouvement et toute une série de délibérations pour réfléchir à l'avenir du peuple canadien-français. Cette expérience était assez proche d'un processus constituant, mais elle restait fondamentalement tributaire de la logique canadienne, parce que le peuple canadien-français dont il était question englobait, bien entendu, la diaspora, les minorités hors Québec, et l'exercice en lui-même ne se définissait que par rapport aux Canadiens français. C'était l'avenir du peuple et non pas l'avenir du régime, ni celui du Québec, qui, à l'origine, était le cadre de référence. Bien entendu, en cours de délibération, les choses ont évolué rapidement et, essentiellement, le premier grand forum a permis d'établir que le foyer national des Canadiens français, c'était le Québec, et que ce foyer national, il fallait désormais le définir non plus seulement dans l'espace de la culture, mais dans celui du territoire. Et, en conséquence, considérer le territoire du Québec comme l'unité de référence pour construire et établir un régime et des institutions qui seraient conçus en fonction de la majorité légitime, celle des Canadiens français. Alors évidemment, il s'est passé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les Canadiens français de la diaspora sont entrés en collision frontale avec cette vision des choses et se sont arc-boutés contre toute affirmation d'un projet indépendantiste au nom de leur logique minoritaire et au nom de cette logique minoritaire qui venait d'éclater, qui avait porté le projet des États généraux, mais qui a éclaté en cours de séance, littéralement, où il devenait évident pour les participants, et ils étaient quand même issus d'une sélection de très, très vaste réseau dans tout le Québec et dans les minorités hors Québec. Et ça aura produit une déchirure que nous vivons encore aujourd'hui, les francophones hors Québec,
qui se redéfinissent dans un cadre canadien ont beaucoup de malaise avec la conciliation de leur existence comme minorité dans un Canada qui ne serait plus dominant sur le Québec, pour le dire dans nos termes à nous. Parce que leur paradoxe est le suivant. Ils lisent comme nous les textes et ils savent très bien qu'ils sont dans un ordre juridique et constitutionnel qui va les broyer et qui n'a pas d'autre fonction que celle-là. Alors ils sont pris pour défendre la cage. Essentiellement, ils tiennent à cet ordre constitutionnel parce que, disent-ils, et on les comprend, que si nous ne sommes pas là, nous, Québécois, pour faire contrepoids et masse critique, ils vont être livrés à la tyrannie de la majorité. Ce qui, pourtant, est en train de nous arriver à nous-mêmes, Québécois, depuis 1982. Nous sommes donc dans un double paradoxe, où cette approche nous a divisés par rapport à notre existence historique, puisque, bien entendu, les francophones hors Québec participent du même fonds culturel que nous. Il y a encore beaucoup de Québécois qui ont des liens de famille dans ces minorités-là. Mais dans les faits, le processus a rendu la chose inconciliable, c'est-à-dire, pour les Québécois, où nous nous inscrivons dans une logique majoritaire, ou nous nous inscrivons dans une logique de minoritaire. L'ironie de la chose, c'est que nous sommes retournés, on y reviendra plus tard, dans la logique du minoritaire, puisque désormais, au Canada, les gouvernements peuvent être formés sans même un seul député élu au Québec. La carte électorale permet ça maintenant. L'ordre constitutionnel le permet également, si bien que dans les faits, à peu près les seuls à ne pas se rendre compte qu'ils sont redevenus minoritaires, c'est les Québécois. Mais dans cet éclatement de la logique minoritaire, dans cette période-là, rapidement, deux éléments sont apparus. Qu'est-ce qu'on fait avec les Anglais? Il y en avait sur le territoire, il y en a encore. Okay. Et ce qu'on fait avec les Indiens, hein, les Autochtones, comme on les appelle maintenant. En fait, la logique territoriale, affirmée aux États généraux, nous posait, et nous pose toujours, bien entendu, le défi de définir la citoyenneté et la participation civique sur l'ensemble des gens qui vivent sur le territoire. Il nous faut donc un processus démocratique qui prévoit la participation des citoyens habitants sur le territoire, tous autant qu'ils sont, sans égard à leur origine ethnique ou à leur langue. Ça pose un défi sociologique considérable, un défi politique non moins considérable, et d'autre part, ça posait également une question que nous avons entrepris un tout petit peu de traiter autrement, celle des Autochtones, celle des peuples amérindiens. On y reviendra. Mais pour l'essentiel, la constituante, telle qu'elle aurait pu émerger, parce que c'était un des projets aboutissant dans les conclusions des États généraux, restait dans l'esprit des participants un processus ouvert, c'est-à-dire qu'on ne définissait pas le régime auquel on aurait convié les constituants et on souhaitait, et ça a été un débat de coulisses qui a été extrêmement vif, on souhaitait que les indépendantistes se retrouvent dans tous les partis politiques québécois, plutôt que dans un seul qui s'en serait fait son projet principal. Alors, le résultat, c'est que ça a, bien sûr, réhabilité ou donné une impulsion au projet d'indépendance,
que ça a recentré cette indépendance-là et le débat politique sur le territoire du Québec. Et c'est dans ce territoire que, désormais, les indépendantistes, les souverainistes, avaient à réfléchir pour porter leur projet. Mais les choses ayant évolué comme elles ont évolué, la proposition de souveraineté-association et ensuite souveraineté-partenariat, enfin les différentes formules qui auront été évoquées, se heurtait toujours à la même réalité, c'est-à-dire comment ça s'insère dans la dynamique canadienne. Et comme ça ne s'y insérait pas, les trudeauistes ont vite compris que, justement, ça fournissait une bonne occasion pour eux de s'assurer qu'il n'y aurait pas de flou, il n'y aurait pas de non-dit ou de questions non abordées dans leur ordre constitutionnel. Si bien que la simple apparition comme vraie menace électorale et ensuite comme gouvernement des indépendantistes ou des souverainistes aura eu un effet intégrateur sans précédent sur le Canada. Nous avons agi comme un révélateur et ils ont donné un tour de vis un peu plus serré sur leurs propres institutions. Et évidemment, la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés, ça a été, sans que nous nous y soyons engouffrés avec toute l'énergie qui serait requis, nous nous sommes retrouvés dans un conflit de légitimité. Et c'est au nom de cette légitimité-là que les 74 députés libéraux fédéraux justifiaient leur action et leur adhésion lors du rapatriement de la Constitution. Ils disaient, nous sommes des victimes, nous avons été élus. L'Assemblée nationale et les députés de l'Assemblée nationale disaient, nous sommes légitimes, nous avons été élus. Alors, pour cette période, le conflit de légitimité a été radical. Les Québécois n'en ont pas saisi toute la portée. En tout cas, certainement pas le Parti québécois au pouvoir. Et dans les faits, même si, comme gouvernement, les souverainistes au pouvoir ont multiplié les déclarations pour dire qu'ils ne souscrivaient pas à la Constitution, ni à la Charte canadienne, dans les faits, ils y sont soumis. Et ils se sont soumis. Plutôt que de prolonger ou d'accélérer ou d'intensifier le conflit de légitimité, on a encore une fois reporté à plus tard les termes du problème. Ce qui a eu pour résultat que dans les faits, on a pu démanteler une partie de la législation québécoise au nom de la Charte canadienne des droits et qu'il y avait encore du monde pour dire qu'il fallait qu'on respecte les jugements de la Cour suprême. Nous avons traîné cet avatar, cette tare-là, très longtemps. C'en était gênant d'entendre Bernard Drainville qui défendait le tristement célèbre projet de Charte des valeurs en disant « Ne vous inquiétez pas, il est conforme à la Charte canadienne. » Mais c'était une aberration dans les termes. C'était dans les faits de dire « Nous ne sommes pas la source de la légitimité. Nous reconnaissons. » Alors, vous comprenez aussi pourquoi c'était ça. C'est parce que si on ouvre le conflit de légitimité, c'est clair, l'affrontement est permanent. Permanent. Et en plus, bien entendu, le rapport d'altérité est radical. Ça nous oblige à considérer et à traiter
le gouvernement du Canada comme un gouvernement étranger, la Cour suprême et son appareillage comme non légitimes. Ce ne sont pas c'est légitime dans le cadre canadien, c'est le leur, mais pour les indépendantistes, de reconnaître l'autorité de la Cour suprême, c'est une contradiction absolue. C'est un tribunal étranger. Alors, on comprend que ce bout-là du combat politique, il n'a pas affleuré du tout dans les années 90-2000. Et on ne fera pas la même erreur une deuxième fois. Parce qu'il faut comprendre que le conflit de légitimité, c'est celui que nous devons utiliser pour redéfinir notre rapport au Canada et repenser notre action en comprenant bien que notre défi, c'est d'instrumentaliser les institutions canadiennes, de les retourner contre le régime. C'est ça notre défi en matière stratégique pour penser notre action politique. Alors, on ne peut pas faire un appel à la constituante comme s'il s'agissait simplement de sortir un nouveau gadget tactique. Il faut bien comprendre que c'est un nouveau cadre d'action que nous nous donnons quand on réfléchit dans ces termes-là, et que nous ne réfléchissons pas dans le vide. Nous réfléchissons dans l'obligation de trouver les moyens de retourner le régime contre lui-même. Alors, appeler le peuple à se prononcer sur une constitution québécoise qui serait produite par une constituante, ça n'engage en rien le gouvernement du Canada. En rien. Et bien entendu, ça engagerait une crise politique si les résultats de la constituante étaient tenus pour exécutoires. Alors, on comprend que si on veut faire une constituante, la réponse canadienne, elle est déjà écrite. On peut tenir une vaste consultation, on peut faire une mobilisation sur 2 ans, 3 ans, mettez le nombre d'années que vous voulez. Dans les faits, la réponse va être la même que celle que Jean Chrétien avait préparée pour le soir de octobre 95. Dans le régime canadien et dans l'ordre constitutionnel canadien, tout cela n'aurait qu'une valeur consultative. Le Canada ne se sentirait nullement lié par tout ça. Vous allez me dire, bien sûr, il y a une dynamique politique qui joue, mais précisément, la mobilisation de l'État canadien porterait sur l'utilisation de tous les instruments à sa disposition. Et on peut voir dans le cas catalan que, au fond, l'Espagne se conduit comme ce serait vraisemblablement conduit le gouvernement canadien. Alors, nous ne sommes pas ici dans la candeur. Nous comprenons que pour sortir du cadre dans lequel nous sommes enferrés et enfermés, en appelant à la constituante, nous devons revoir notre façon de conduire l'action politique. L'action pour une constituante, si on veut l'asseoir sur la légitimité et sur le respect des règles de droit, il faut que ça fasse partie d'un mandat électoral. Il faut qu'un parti ou des partis qui appellent à la constituante le propose au peuple. Cette légitimité-là, c'est le degré zéro de la légitimité. Ça nous permet, en régime britannique dans lequel nous sommes encore, et en régime électoral dans lequel nous sommes encore, d'aller chercher la légitimité de l'électorat québécois. Première chose. Seconde chose, c'est que si le Parlement, formé d'un gouvernement, d'un parti
c'est-à-dire c'est le gouvernement formé d'un parti qui aurait obtenu l'appui populaire pour former le gouvernement et engager un processus constituant, il a toute la légitimité et il peut le faire dans le cadre du régime canadien, parce que dans ce régime, c'est le Parlement qui a le pouvoir d'initiative. Donc, vous voyez la ligne sur laquelle il faut tenir notre initiative. Et on comprendra que c'est le mandat électoral obtenu par un parti proposant la constituante qui lui donne sa force et qui va lui donner les moyens d'agir en contestation ouverte des institutions fédérales. Alors, ça ne peut pas se faire, cette contestation, avec des « on verra » rendus là. Il faut que la forme et le modèle de la constituante soient précisés pour que les électeurs sachent bien à quoi ils sont invités de participer et d'endosser. Et, bien sûr, il faut exiger des partis que les choses soient claires dès le départ. Si la constituante dont ces partis seraient appelés à parler était ouverte à toutes les options, c'est une impasse. Pourquoi? Parce que si elle est ouverte à toutes les options, elle sera essentiellement reçue comme l'ordre constitutionnel canadien prévoit recevoir toute demande de modification de la Constitution. C'est se mettre littéralement dans les pas des autres. S'il s'agit de la Constitution, si on appelle à la rédaction par constituante d'une Constitution du Québec, ça doit être celle du Québec indépendant. Québec souverain. Oui. Il n'y en a pas d'autre issue, parce que s'il s'agit d'une constituante sur toute option ouverte, dès lors que la nouvelle Constitution proposerait le moindre changement dans le partage des compétences, Formule d'amendement. le gouvernement du Canada réagirait en mobilisant le processus d'amendement constitutionnel qui a été défini et validé par le renvoi à la Cour suprême. Donc, le gouvernement du Canada dirait « Oui, nous reconnaissons que nous aurons l'obligation de négocier, puis on est reparti pour 25 ans. » Bon. Alors, il faut que la constituante débouche sur un mandat clair d'un appel à rédiger la Constitution du Québec indépendant et que ce mandat constituant, là, il peut y avoir des débats là-dessus, mais ma position à moi, c'est que ça doit être tenu sous la l'égide de la Commission des institutions, Commission parlementaire, parce que il faut absolument que nous soyons en parfaite symbiose avec la légitimité de nos propres institutions. Et si nous reconnaissons et affirmons que c'est l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec qui sont nos institutions suprêmes, il faut que ce soit sous l'autorité du Parlement et donc du gouvernement que la Commission des institutions appelle à former la Constituante. Cette autorité peut définir unilatéralement, peut définir en collégialité au terme d'un vaste processus de consultation. Les modalités sont ouvertes, mais c'est un mécanisme formel qui engage l'État du Québec, qui rend la Constituante opérante et qui lui donne sa légitimité. Alors, évidemment, si elle est ouverte, c'est une constitution interne, et cette constitution interne ne sera valide que si elle reçoit
l'approbation du Canada, ou si à tout le moins, si elle ne change rien au partage des compétences, que soit dit en passant, le gouvernement fédéral ne respecte pas. Cette constitution interne, donc, aurait valeur essentiellement déclaratoire. Elle ne changerait rien à la situation nationale des Québécois. Alors, évidemment, pour rompre avec cette exigence de compatibilité avec l'ordre constitutionnel canadien, il faut que la Constitution que seront appelés à élaborer les constituants soit celle du Québec indépendant, qu'elle soit portée à adoption par l'Assemblée nationale du Québec et ratifiée par le peuple par voie de référendum, et on peut y ajouter même qu'elle puisse faire partie intégrante de la déclaration d'indépendance. C'est un processus exigeant, mais qui prive nos adversaires d'une arme qu'ils ont utilisée jusqu'à plus soif, qui est celle de l'indéterminé du lendemain. Là, le processus précise dans quel régime nous allons vivre, quels vont être les droits de chacun, quelles vont être les responsabilités de chacun, quelle sera la configuration des institutions. Il n'y a pas, donc, à séparer notre geste de nos intentions. C'était la plus grande vulnérabilité du cadre stratégique que nous avions déployé depuis le milieu des années 60. Et on doit repenser notre situation en sachant que cette faiblesse-là nous a coûté cher et qu'elle n'a pas été colmatée. Alors, les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, il est inutile de s'imaginer qu'en 2022, 2023, ou je ne sais trop quelle date, qu'un référendum tenu dans les mêmes conditions et au terme du même processus politique nous conduirait à l'indépendance. C'est une naïveté politique que nous n'avons pas le droit d'avoir. Ce n'est pas la voie la plus facile, mais c'est la voie qui nous garantira que personne ne pourra dire que la volonté d'indépendance n'est pas respectée, que le processus n'est pas soumis, personne ne pourra dire que le processus est soumis à manipulation. Ce sera véritablement un mouvement construit de la base jusqu'à l'État comme incarnation ultime de la souveraineté. C'est un défi considérable. C'est probablement la seule voie praticable, mais d'une manière ou d'une autre, c'est le défi le plus exaltant. Pourquoi? Parce qu'il nous permet d'interpeller l'ensemble de nos concitoyens en leur disant « Vous pouvez contribuer à nous rendre tous meilleurs, à nous donner des instruments qui vont garantir que pour l'avenir prévisible, nos enfants vont savoir dans quel monde ils vivent. » Voilà. Merci.